Dans l'histoire de ce que nous appelons communément la modernité, il est frappant de constater combien la construction politique de la démocratie, comme mode de gouvernance ayant son histoire, a progressivement cherché à consacrer la notion de citoyenneté. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là que nous travaillerons ce matin. Elle entendait ainsi lui conférer une forme de souveraineté via ce que l'on pourrait appeler un geste transcendantal, un geste qui cherche quelque chose qui soit commun et unifiant au-delà des individualités, comme s'il était essentiel de provoquer une distanciation de soi à soi pour chacun, en sorte que chaque requête de l'égalité se construise en rupture avec les déterminismes sociaux, mais aussi avec les assignations sociales. Il en est ainsi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, ce sont donc bien la raison et la conscience, et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fin de l'article 1er. On pourrait évidemment aussi longuement disserter sur cette notion de fraternité. Corollairement, il s'agit d'assumer que la citoyenneté, comme source de ce lien social qui n'a donc désormais plus de nature religieuse ou aristocratique ou oligarchique, mais qui a donc une nature politique, n'est pas pour autant un état donné. Elle est une dynamique, en réalité, qui procède par une forme d'arrachement. Le concept est très spécifique par rapport à des enracinements spécifiques et particuliers. Je renvoie sur cette notion de l'arrachement, par exemple, aux travaux de Dominique Schnapper. En surcroît de ce geste reposant sur un acte de transcendance des particularismes, la modernité, au gré, ne n'oublions pas, d'un passage d'un régime de l'hétéronomie à celui de l'autonomie, travaille aussi avec beaucoup d'intérêt la notion ou le concept de limite, exactement comme, par exemple, dans un de ces usages kantiens est l'usage de la distinction. Pierre Quay y a déjà fait référence entre la raison et l'entendement. Ou par exemple, en pensant l'idée d'une liberté religieuse étant comprise comme fondamentale, c'est-à-dire sur le plan juridique, non absolue, ce qui veut donc dire qu'il y a de la limitation possible, pour autant bien entendu qu'il y ait de la proportionnalité et de la nécessité. Ou encore, par exemple, en travaillant la difficile question de la séparation du théologique et du politique, et bien entendu, qui dit séparation dit exigence d'articulation. Il me semble que c'est cela que nous travaillons durant ces 3 jours. Ou, mais plus radicalement encore cette fois, en s'assurant que la nature même du lien social qui est donc édifié par nous, les humains, reste de nature politique dans sa constitution, c'est-à-dire sans contenu ni forme qui releverait d'un lien religieux qui, par définition, est un lien hétéronormé. Mais alors, quel serait le sens de cette posture que je qualifie donc de radicalisante ? Eh bien, il me semble que la réponse relève d'une logique purement minimaliste. Mais j'insiste sur la notion de logique. Pourquoi ? Parce que celui-là qui serait sans croyance, et je le différencie donc de la notion de l'athée ou de l'agnostique, celui-là qui pourrait et qui serait sans croyance et qui pourrait être, par exemple, la figure de l'homme exilé ou la figure de l'homme sans qualité, n'aurait alors aucun statut dans ce corps social. Et c'est donc cette détermination qu'il nous faut penser. De la sorte, on mesure alors combien la sauvegarde et la promotion de toutes nos libertés fondamentales et la construction du lien politique
dans sa forme démocratique, exige, j'aime beaucoup aussi cette métaphore, des architectures qui soient citoyennes et qui soient spécifiques, en sorte que, précisément, la coexistence de tous les possibles, je parle à titre personnel d'un possible, soit effective et que l'égalité des droits soit également concrète. Eh bien, une forme historique de ces architectures est sans aucun doute celle du régime politique que nous appelons, certes en Occident, le régime politique de type laïque, qui, pour reprendre une thèse philosophique particulièrement bien explicitée par Catherine Kinsler, permet de penser la coexistence de deux principes effectifs. D'un côté, un principe de laïcité. Ce principe permet de construire les espaces spécifiques de l'autorité publique où l'abstention en matière de croyance, mais ne l'oublions pas non plus en matière d'incroyance, est une vertu pratique. Et il s'agit donc bien d'une abstention et non pas d'une négation. Et de l'autre, à côté donc de ce principe de laïcité, en parfaite coexistence, le principe de la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de conscience dont parle la déclaration que je citais précisément. Dans le respect du droit commun, ce principe est la marque du nécessaire pluralisme et la garantie indispensable à la construction de cet espace commun de ce que nous appellerons ici la société civile. Le premier principe, celui donc de laïcité stricto sensu, permet ainsi, comme je le disais, de construire des espaces, mais aussi, je pense, des temporalités où la puissance publique et bien entendu tous les services, comme tous les actes qu'elle doit rendre et qu'elle doit administrer, organise les formes de la garde et de la réserve. J'insiste sur ces notions de garde et sur ces notions de réserve par une attitude d'abstention, en sorte que aucune croyance ne soit cautionnée, mais ne l'oublions pas non plus qu'aucune croyance ne soit dépréciée. Avec cette abstention, avec cette garde, avec cette retraite, qui, vous l'avez compris, sont donc des gestes éminemment constructifs et positifs, et qui ne reposent en rien sur une hostilité ou une négation des croyances, il y a donc conséquemment la décision politique de créer une architecture, mais qui soit une architecture hospitalière de toutes les formes et de toutes les figures spirituelles comme religieuses de l'Odyssée humaine dans toutes leurs épaisseurs historiques. Et comme le note la philosophe Catherine Kinsler, c'est en deçà qu'est donc le régime de la laïcité, est donc un minimalisme où la puissance publique s'aveugle à tout ce qui est de l'ordre de la croyance et de l'incroyance, et elle manifeste cet aveuglement par sa propre abstention en la matière, en sorte que ce minimalisme lui permet d'accueillir de manière totalement indifférente un nombre indéfini de positions. Fin de citation. On notera que, outre le fait que l'exercice ou la vertu, comme j'aime le dire, de cette abstention n'est pas demandé à ceux qui entrent dans ces espaces, car ce sont en réalité des usagers, elle est demandée en réalité à celles et ceux qui sont les structures porteuses de ces architectures déterminés et que l'on appelle à juste titre, selon le mot d'origine latine et qui a évidemment une étymologie d'une extrême importance, les fonctionnaires, car ils fonctionnent. La force de ce modèle est qu'aucune obligation d'appartenance n'y est nécessaire et corollairement aussi qu'aucune communauté n'est habilitée à exiger une appartenance d'obligation, voire de bon usage civique. Par conséquent, mesdames, messieurs, c'est une telle configuration ne devant rien aux formes du lien religieux,
le religaré, qui pourrait permettre de conforter toutes les libertés inhérentes au pluralisme et à l'exigence de la diversité de la société civile. Car en effet, c'est un fait en modernité, la démocratie se construit sur sa propre discursivité. Elle est autonome et elle n'a d'immanence qu'en elle-même, même si elle est capable de gestes transcendantaux, en ce sens donc où la démocratie instaure sa propre normativité, sans métaphysique religieuse, sans transcendance divine, religieuse, voire spirituelle. Ce qui revient donc à dire que tout fondement du pouvoir est issu d'un débat démocratique, bien entendu organisé, sans hétéronormativité de type convictionnel. Cependant, si cette forme démocratique permet un régime de séparation et d'articulation aux effets réels, nous allons y revenir, il faut rappeler d'emblée qu'elle permet aussi d'assurer qu'au nom des libertés fondamentales dont je parlais précédemment, ces formes de sens, ces discours de sens que sont les religions, les croyances et les convictions sont garantis dans les formes de leurs diverses expressions, mais surtout sous la dimension faîtière de ce que j'appellerai ici le droit commun. Et à cet égard, puisque notre rencontre se déroule dans le cadre des recherches en islamologie sous toutes les dimensions et sous tous les aspects, il est impératif, et il me semble même être un devoir moral, de dénoncer les réductionnismes et les discriminations portant singulièrement sur la conviction musulmane et constituant dans un système comme celui-ci une atteinte grave à la dignité intrinsèque de la personne humaine. Les musulmans en Europe sont de plus en plus confrontés au racisme et à la discrimination. Le rapport que vous aurez sans doute lu, Être musulman dans l'Union européenne, rapport donné par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, montre que le racisme, la discrimination et le harcèlement continuent d'être une réalité quotidienne pour de nombreux musulmans dans l'Union européenne. Cela veut donc dire, selon ce rapport, que ce qui relève du travail, du logement, de l'éducation, des soins de santé sont des lieux de pratiques discriminatoires graves, sans parler des profilages ségrégationnistes et des assignations indues dans la sphère publique, voire des inégalités de traitement en matière de sécurité publique. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, exiger le juste et concomitant fonctionnement des deux principes permet de sauvegarder toutes les libertés religieuses dans le cadre de la société civile, en s'assurant de leur efficience et de leur respect mutuel, dans ce cadre qui s'appelle donc laïque, c'est-à-dire un cadre qui promeut la liberté d'expression, ce qui est infiniment plus que l'esprit de la tolérance. Dans une même mesure, cette compréhension constructive de cette notion de laïcité, qui n'est donc pas une doctrine commune et qui n'est donc pas non plus une visée de l'hégémonéité qui empêcherait le pluralisme, ceci offre aussi, me semble-t-il, une protection ad intra pour les convictions elles-mêmes, notamment quand celles-ci, comme je viens de le souligner, sont frappées par les discriminations et les intimidations, mais aussi et singulièrement dans l'ad intra, quand elles sont frappées par les intégrismes, les fondamentalismes, les dérives sectaires et toutes les formes de ces usurpations de la conscience religieuse, tout ceci bien entendu sur le fond, l'arrière-fond de guerres historiques de religion. Ces données théoriques étant désormais avancées, si l'on revient désormais à cette notion de séparation et articulation, qui appelle donc irrémédiablement une politique aussi des articulations, il n'est pas vain de penser que si la forme du lien social est par essence de forme politique et non religieuse, ceci permet de penser de façon peut-être plus fine les notions de laïcisation et de sécularisation
dans une nouvelle perspective ce que je propose dans cet entretien. Sans doute, la première, ideste, la laïcisation, veut-elle donc, comme on l'aura compris, s'organiser selon un sens de fonctionnement au gré d'un processus inévitablement historique. Et d'un côté, si les convictions, croyances et religions peuvent inspirer, c'est leur prétention à l'hégémonie politique qui sera contestée au gré de ce principe de laïcisation, en ce sens où, je le redis, la construction démocratique prône la priorité et la supériorité du prescrit civil sur le prescrit religieux, avec, corollairement, un point de différenciation entre le moment politique et le moment théologique, puisque le principe laïcité n'entend pas non plus être un outil régulateur, voire organisateur d'un dialogue qui serait interconvictionnel ou interreligieux. Et sur ce point, sur cette question de la laïcisation, les modèles de déclinaison sont évidemment extrêmement multiples et varient sans aucun doute en fonction des pays et des nations. On peut par exemple évoquer celui de Benjamin Constant, 1767-1830, un libéral au sens historique et philosophique du mot, qui a pensé presque à la limite la séparation des ordres, et c'est pourquoi je retiens ce cas de figure ici. Il affirme par exemple ceci dans ses principes de politique applicables à tous les gouvernements, texte qu'il écrit entre 1806 et 1810, je le cite, « Qu'elles punissent les actions coupables qu'une religion fait commettre, non comme actions religieuses, mais comme actions coupables. Elle parviendra facilement à les réprimer. Si elle les attaquait toutefois comme religieuses, elle en ferait un devoir aux fanatiques, et si elle voulait remonter jusqu'à l'opinion qui en est la source, elle s'engagerait dans un labyrinthe de persécution, de vexation et d'iniquité qui n'aurait plus de terme. Le seul moyen d'affaiblir une opinion, poursuit Constant, c'est d'établir le libre examen. Or, qui dit examen libre dit éloignement de toute espèce d'autorité, absence de toute intervention collective. L'examen, termine-t-il, est essentiellement individuel. C'est donc une philosophie de la conscience. Ce premier point que j'appelle donc laïcisation étant quelque peu élucidé, il y a donc le fait que de l'autre côté, c'est-à-dire celui de la sécularisation, dont je propose un usage spécifique, on doit aussi mentionner que cette juste opération de séparation-articulation confère une exigence inhérente de respectabilité, mais aussi, je pense, une certaine autonomie à ces arguments qui sont partageables et qui sont issus des propositions religieuses de sens, tout en permettant de reconnaître que les formes de vie que nous appelons religieuses, avec leur potentialité narrative, avec leur capacité symbolique, ou encore avec leur représentation multiple du monde, de la vie personnelle ou de la vie collective, peuvent bien entendu porter du sens dans la construction, dans l'architecture de cette cité. Et c'est notamment dans ce cadre qui est sans doute marqué par les multiples histoires de l'humanisme, et je renvoie à la conférence d'hier soir du professeur Bruno Pinchard, que tant de religions ont tenté d'articuler la critique et la conviction, nous l'avons encore entendu ce matin, en sorte de faire valoir qu'une intelligence de la foi est toujours possible, notamment en recourant au dialogue avec les rationalités que nous appelons philosophiques. Car quand bien même il s'agit toujours d'un régime de rationalité qui est propre et qui est circonscrit, toute croyance possède une rationalité spécifique et une discursivité propre qui lui permettent de l'appréhender, de la comprendre, de l'intelliger et bien évidemment, c'est là la critériologie axiologique, de la rendre dialogique, en ce compris bien entendu dans son rapport à elle-même. Et dans une même mesure,
toute croyance, bien qu'épistémologiquement parlant, reposant sur de l'indémontrable, de l'invérifiable, voire de l'invraisemblable ou encore du mystagogique, gagne toujours à se laisser travailler par les efforts de l'élucidation de la rationalité. Et c'est à mon sens donc une définition possible et spécifique de la notion de sécularisation. Mais il est évident que sur ce point, il faut reconnaître que vouloir obtenir des consensus entre des systèmes de pensée reposant sur l'hétéronomie et sur l'autonomie reste toujours complexe, tant les propositions de sens issues de la religiosité ne sont pas toujours traductibles et ne sont pas toujours intelligibles dans le champ de la raison commune publique. À cet égard, ce sont sans aucun doute les questions éthiques qui mobilisent et qui traduisent le plus ces difficultés inhérentes aux institutions de la croyance. Pourquoi ? Eh bien parce que leur ontologie est notamment fondée sur une structure qui met au cœur de l'interprétation du vivant la notion de donation, mais aussi parce que leur normativité repose sur des conceptions orthodoxiques et orthopraxiques particulières qui donnent une expérience et une orientation spécifiques aux formes de la liberté, tout en les limitant dans un espace déterminé par le rapport à la transcendance. Voilà pourquoi, notamment en matière éthique, la neutralisation d'une normativité de type hétéronome et transcendante n'est pas sans intérêt, car elle permet de penser la vie des humains au seul gré de ce qui se trame, de ce qui se noue et de ce qui se dénoue dans leurs existences historiques, sans faire intervenir des modalités qui seraient de l'ordre d'une orthopraxie ou d'une orthodoxie telle que la religiosité ancrée. À titre d'exemple, nous pensons ici aux réflexions contemporaines sur les formes de liens de parenté, sur les formes du lien du mariage ou encore aux réalités de la vie des humains en début et en fin de vie. Autant de situations éthiques, parfois tragiques, qui bénéficient pleinement d'une plus grande liberté de création et d'action quand, à proprement parler, rien n'est à croire dans la mise au point du dispositif éthique qui donc, lui-même, ne devra rien aux orthopraxies et aux orthodoxies qui constituent le dispositif normatif des religions. En conclusion, à mon propos, on voit donc combien une compréhension juste, mais aussi une compréhension apaisée et constructive de cette notion spécifique de laïcité devrait permettre de favoriser un dialogue constructif avec des entités ou des institutions se constituant elles-mêmes par des dispositifs de croyances et de convictions, tout en faisant droit à ces notions d'arrachement et de limite dont j'ai parlé plus haut, qui sont elles-mêmes inhérentes au projet politique de la citoyenneté démocratique, comme nous l'évoquions au début de cet exposé. Et donc, en ce sens, si les deux principes permettent de construire et de conforter un lien social spécifiquement et uniquement politique et juridique, il est sans doute important de redire combien, dans le contexte de nos sociétés contemporaines, un tel type de régime n'est donc rien, mais vraiment en rien, une guerre ouverte ou une guerre menée contre les religions. Ce serait une faute contre la dignité humaine et singulièrement contre le droit. Je vous remercie. Je remercie le professeur Leclerc d'avoir si bien, si clairement, si philosophiquement défini cette notion de laïcité, non seulement apaisée et ouverte, mais aussi pacificatrice, et c'est là même son rôle fondamental. Et assurément, cette laïcité ainsi définie fait partie des valeurs de la nouvelle alliance que nous avons évoquée tout à l'heure. Nous avons un quart d'heure pour débattre des propositions généreuses, je dirais, et du recteur d'Akash et du professeur Jean Leclerc. Je vous en prie. Bonjour à tous et à tous. Merci à tous les intervenants.
Merci au professeur de ce tour d'horizon concernant la laïcité, des lieux hautement symboliques et laïques, et la Sorbonne, le lieu de savoir et de raison. Je voudrais tout simplement dire que citer des versets coraniques n'est pas du tout démagogique, puisqu'il s'agit de la religion abrahamique. Et je rajoute, la nation de votre père Abraham, c'est lui qui va nommer les musulmans auparavant. Je rajouterai, si vous permettez, un autre verset. Il vous a légiféré en matière de religion ce que nous avions enjoint à Noé, ce qu'ont révélé le prophète Mohammed, ce qu'on a enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et ne faites pas un point de division. La religion n'a jamais été un point de division entre les prophètes, et ces propos nous sont adressés à nous, les croyants. Maintenant, la question que je pose, bien sûr que de la croyance, là où il faudrait peut-être poser la bonne question, de notre foi, et je m'adresse bien sûr aux musulmans, il est temps de faire travailler la raison dans la science et dans la critique d'un point de vue historique et d'un point de vue philosophique. Parce que dans notre foi, nous croyons à tous les prophètes qui sont mentionnés au nombre de 25, et le Coran dans la Sourate 2, il nous demande de croire à toutes les religions. La deuxième question, il faudrait aussi qu'il y ait un effort des autres de reconnaître le statut et la place de l'islam et des musulmans en France. Je vous remercie. Bon, qui souhaite répondre Jean, vous voulez dire quelques mots? Oui, non, ça me semble être une proposition. On m'a demandé de me présenter. Oui. Je suis professeur théologien, aumônier pénitentiaire régional et formateur des aumôniers. Et je suis en master d'islamologie à l'université d'Aix-Marseille et Strasbourg. Non, ça me semble être une proposition donc tout à fait légitime. Bon, à titre personnel, moi je ne fais pas partie de ceux qui sombrent dans la doxa qui fait que l'islam devrait retrouver la raison. Je pense qu'il ne l'a jamais quitté. Il y a des formes qui l'ont quitté, comme dans toutes les convictions religieuses. Comme c'est arrivé, on ne nous entend pas bien, mais peut-être que c'est moi qui ne parle pas bien dans le micro. Je peux parler plus du micro. Comme ce qui est arrivé à toutes les formes de convictions religieuses. C'est arrivé singulièrement au catholicisme romain. Il y a toujours à l'intérieur de la structure de la religiosité en tant que telle, des forces qui l'attirent vers un intégrisme ou bien un fondamentalisme ou un progressisme, pour autant qu'on comprenne bien ces notions-là dans ce sens, c'est-à-dire une capacité à dialoguer. La philosophie commence avec la dialectique, à dialoguer avec ce qui n'est pas soi, bien, et dans la perspective d'une construction. Et puis, par ailleurs, il y a aussi dans ce que vous dites mais l'hypothèse d'une nouvelle forme d'alliance que nous cherchons et dont singulièrement nous avons tous besoin. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Je dirais que de la même manière qu'aujourd'hui, en référence à cet auteur que j'ai travaillé, Paul Khoury, où il invite à un dialogue entre ces quatre pôles, croyance, foi, raison et science, parce que chaque, pôle, chaque catégorie a sa mission et aussi a ses limites. C'est aux croyants aussi de saisir cette opportunité de dialoguer, tout simplement, d'être en situation de dialogue à partir de ce sentiment qu'il appelle déception, dans le sens où on n'arrive pas toujours, disons, à faire coïncider le fait et le sens. Donc la porte est ouverte, largement ouverte au dialogue. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, Pierre, j'ai une petite question. Oui. Alors, je l'avais pensé d'abord pour le recteur d'Akash, mais finalement, je me rends compte que la question s'adresse un petit peu aux deux et j'aimerais votre avis à tous les deux. Je me posais la question dans la séparation des termes qui a été opéré.
comment se positionne la question des... parce que c'est une question des champs d'interaction que je trouve très intéressante, mais je me demandais comment se positionnent les deux champs d'interaction qui seraient le personnel et le collectif. Parce que dans la présentation que vous avez faite de la pensée de Paul Rory, j'avais l'impression d'entendre, mais je me trompe peut-être, une approche plutôt à titre personnel. Comment, d'un point de vue individuel, réconcilier, donc du point de vue de l'individu, comment réconcilier les différentes opérations qu'il peut y avoir entre la raison, la croyance, etc. Mais là où j'ai plus de mal à voir l'opérabilité, c'est quand on passe à un niveau collectif. Et c'est la même chose finalement, ou en tout cas peut-être la même difficulté qu'on peut repérer au niveau de la question de l'application des principes de laïcité, etc. À l'échelle individuelle, l'idée de l'abstention à l'échelle individuelle pose peut-être moins de problèmes que quand il s'agit de la rendre opérable à l'échelle collective, puisque finalement il y a d'autres dimensions qui émergent, et notamment la dimension de prosélytisme, c'est pour mettre un peu les pieds dans le plat, mais bon voilà. Je me demandais comment se combiner ces deux dimensions dans les éléments de réflexion, donc le collectif et le personnel, dans les éléments de réflexion que vous aviez apportés. Voilà. Monsieur le recteur. Oui, c'est évident qu'il y a quand même, disons, une sorte de prévalence du personnel au niveau de la foi chez Paul Khoury, ça c'est clair. Mais ce même Paul Khoury n'oppose pas la foi à la croyance. Pour lui, la foi doit quand même, disons, s'inspirer et largement de ce qui est symbolique. Et le symbolique se retrouve du côté de la croyance, de ce qui est reçu, de ce qui est hérité, de ce qui est héritage et qui est en nous. Il n'est pas quelque chose... Et la foi doit dialoguer avec ce pôle, avec ce terme, cette catégorie de la croyance, afin de s'en inspirer au niveau de sa position, de son choix personnel. Voilà, au niveau de la foi. C'est comme ça qu'il voit quand même, disons, le rapport entre les deux. Vous voyez ? Et il fait, justement, disons, intervenir et la science et la raison dans cet effort, disons, de lien entre la foi et la croyance. Parce que pour lui, il est important que la raison soit là aussi, pour dire son mot, pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et je pense que là, ça se tient comme moyen de comprendre cette interaction entre ce qui est personnel et collectif au niveau de sa pensée. Jean. Oui, alors dans le modèle, donc sur le plan du collectif, c'est-à-dire du travail autour de cette architecture qui soit à la fois fêtière et hospitalière, l'essentiel à dire, c'est que ce sont des lieux qui sont déterminés et singulièrement déterminés, qui sont peu nombreux. Ils touchent essentiellement le rôle de l'État, l'administration publique, l'instruction publique, c'est-à-dire l'obligation de fréquenter un lieu scolaire, la culture, l'ordre de la culture et les questions relatives à la santé. Et en ce sens-là, il y a intérêt donc à pouvoir assurer cette logique minimaliste qui permettra à chacun de s'y retrouver et donc de ne pas construire le lien politique de ces quatre espaces sous sa forme religieuse, mais de le maintenir dans un aspect juridique. Et puis alors pour le reste, il y a la plus grande liberté sur le plan de la vie intellectuelle et bien entendu avec tous ces effets dans la vie collective qui permet alors de maintenir ce que les grands textes du droit disent sur la dimension fondamentale de la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté d'avoir une religion, de ne pas en avoir et également, bien entendu, de la quitter.